Merci Mathieu. Avant de commencer sur ma carte blanche, je me présente très rapidement. François Oust, donc comme l'a dit Mathieu, je suis directeur conseil au sein d'une agence qui s'appelle Plannet, qui est une agence digitale qui travaille à la fois sur de la création d'écosystèmes, sur des campagnes de communication, sur tout ce qui peut être digital en gros. Et on travaille pas mal sur différents points qui sont liés au parcours client. C'est vraiment dans notre ADN. Donc tout ce qui va être dans cette présentation va surtout se concentrer sur ces notions de parcours client, sur ces notions de réponse et ces notions d'écosystème, bien entendu. Voilà. Et historiquement, j'ai travaillé sur une agence qui s'appelait LSF e-Tourisme, qui a accompagné pas mal d'acteurs du voyage. Voilà le pourquoi de ma présence ici. Il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui a commis sur un blog bien connu du secteur du travel un petit sondage pour savoir comment on se situait par rapport à la révolution digitale et quel type d'usage on avait d'Internet. Je me suis jeté sur ce sondage et je me suis rendu compte que j'étais un vieux con. Voilà. Mes usages digitaux sont les usages digitaux d'un vieux con. Ça ne m'a pas particulièrement surpris. Je suis curieux de savoir le nombre de personnes qui se sont retrouvées aussi avec ce profil à l'issue du sondage. Il y en a dans la salle ? Ouais. Eh ben, on va pouvoir monter un club, c'est bien. Mais voilà, je me suis retrouvé avec ce résultat. Je suis un vieux con du digital. Qu'est-ce que je peux aujourd'hui apporter en tant que vieux con du digital à la définition des écosystèmes touristiques et des écosystèmes digitaux? Alors, sujet qui n'est pas facile à traiter. En plus, j'ai bien vu l'intervention de Fred hier matin, donc je vais essayer de ne pas faire de redite. Mais comme c'est préparé à l'avance, je ne garantis rien sur le niveau de fraîcheur du contenu. Et je vais commencer très simplement par parler de tout ce dont peut parler un vieux con aujourd'hui quand on est en digital. Je vais vous parler de ce que j'ai connu il y a très longtemps sur Internet. Voilà. Internet, quand j'ai démarré, ça ressemblait à ça. Alors l'ordinateur ressemblait vraiment à ça. On avait ce lecteur de disquette, mais j'avais pas de lecteur de CD-ROM forcément qui était sur l'ordinateur. Et mon premier effet waouh sur Internet, c'était le site de la NASA. C'est un site qui s'appelle Astronomy Picture of a Day, qui est toujours actif aujourd'hui, et c'est la NASA qui diffuse chaque jour une image de sa base de données d'images. Ça peut être une vue d'une planète, ça peut être une vue d'un satellite, ça peut être des vues prises par Hubble, ça peut être des tonnes de choses, mais la seule ligne éditoriale, c'est une photo par jour et un commentaire par jour sur cette photo avec un éclairage scientifique sur cette photo. Et à l'époque, 1997, non, fin 96 peut-être, mon premier accès à cette plateforme, c'était waouh. On a Internet, on a accès à une base de connaissances qui est fabuleuse. Je peux aller voir des photos mises en ligne par la NASA, je peux aller voir des photos mises en ligne par les studios d'Hollywood. Et même si ça, c'est pas mon centre d'intérêt, il y a quand même un accès à ce genre d'informations qui est assez hallucinant. La capture d'écran et d'époque, c'est vraiment la résolution qu'on avait à l'époque quand on regardait des photos, ce petit carré noir et blanc, mais c'était quand même déjà incroyable. On était sur un secteur Internet qui était dépendant, un accès à Internet qui était dépendant d'un moment, d'une seule connexion et d'un seul terminal. Si je voulais accéder à Internet, j'étais dépendant du gros PC qui était présent dans mon bureau. Lui-même dépendant d'une ligne téléphonique sur laquelle je pouvais me connecter à un moment donné par mon modem pour aller accéder à différentes informations sur Internet avec un débit qui ferait rougir n'importe qui aujourd'hui, y compris certains opérateurs mobiles. Mais j'étais prisonnier de ce type de connexion. Et j'avais un temps de connexion, j'avais ces 15 minutes, ces 20 minutes, ces 30 minutes que je dédiais à une prise d'information, à une action, à un renseignement, etc. Résultat, à l'époque, si je voulais faire quelque chose, j'avais du temps devant moi. Je sanctuarisais un moment pour accéder à Internet et j'étais capable de passer 20 minutes à chercher une seule information. Et puis tout d'un coup, tout est accéléré. On m'a dit qu'il fallait que j'ai un blog.
On m'a dit que l'avenir d'Internet, c'était l'expression personnelle, l'avenir d'Internet, c'était chacun son blog, que tout le monde allait créer ses différents contenus, que moi aussi, il fallait que je m'y mette à créer mes contenus sur Internet. J'ai créé des blogs, comme tout le monde. J'ai pas eu de Skyblog pour le coup, je les ai créés ailleurs, mais voilà, Skyrock était le portail qu'il fallait pour créer et avoir son territoire d'expression sur Internet. On a vu arriver les réseaux sociaux. On a dit les blogs, c'est mort. C'est complètement mort. Plus personne n'aura de blog, hein, c'est bien connu. On va tous être sur Facebook. Ça va arriver très très vite. Vous allez tous être connectés. Vous allez tous partager. Alors c'est la première fois qu'on m'a traité de vieux con et qu'on m'a dit d'ailleurs que je ne pouvais pas comprendre Facebook parce que c'était un truc de jeune. J'ai réussi à peu près à m'adapter depuis. Et je vois à peu près à quoi ressemble Facebook et quel est l'usage qu'on peut en avoir. Mais voilà, Facebook va révolutionner Internet, etc. Et puis ça a continué à s'accélérer. On a vu apparaître les premiers smartphones. Les premiers avec encore un clavier physique, et puis l'iPhone, et puis Android, et puis tout ce qu'on connaît depuis. On commence à pouvoir avoir accès à Internet partout. Sur un écran qui est tout petit, avec des sites qui ne sont pas forcément adaptés. Mais on commence à avoir accès à Internet à peu près, depuis à peu près partout. Au bout d'un moment, on m'a dit non, laisse tomber Facebook, laisse tomber les blogs, le futur, c'est l'image. Il faut que tu aies ton compte Instagram. J'ai mis très longtemps à m'y mettre. Je n'ai pas énormément de photos partagées, mais voilà. Il faut en tout cas maintenant que la communication passe par l'image. Il faut publier sur Instagram. On a essayé de me pousser sur Snapchat aussi. On a essayé de me dire l'avenir c'est Snapchat, il faut absolument que tu y sois, etc. Là, j'ai réalisé qu'il y avait un gap qui s'était franchi quand même. J'avoue, je ne suis pas sur Snapchat. Je veux bien comprendre les usages, mais à titre personnel, je n'y suis pas. J'ai peut-être loupé un wagon, je suis peut-être tombé dans la case des vieux cons, mais voilà. En tout cas, on m'a dit, l'image, l'instantané, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui compte, c'est ce qui va fonctionner. Il faut faire du 360 aussi, hein. C'est l'immersif de la réalité virtuelle, on l'a vu, de la réalité augmentée, il faut aller plus loin, il faut de la production contenu plus lourde, en vidéo, en live, en 360, c'est l'avenir. C'est l'avenir, on ne va plus partager des photos, on veut du contenu immersif tout le temps. Si vous lisez de la science-fiction, depuis 20 ans, tout le monde vous le dit de toute façon, dans 20 ans, depuis 20 ans aujourd'hui, donc on va tous avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête en permanence et on ne voyagera plus sur Internet qu'avec une interface à la Minority Report et on n'aura plus d'ordinateur. Voilà, ça bouge très vite, réalité virtuelle, vidéo 360, etc. Non, l'avenir d'Internet, c'est plus la vidéo, l'avenir d'Internet maintenant, c'est les bornes interactives, c'est la commande vocale. On va bientôt avoir des frigos connectés, on va bientôt avoir des bornes partout, dans sa cuisine, dans son salon, pour pouvoir commander son prochain repas, pour pouvoir préparer ses vacances, hein, pourquoi pas. On peut imaginer, Alexa, réserve-moi mon prochain séjour aux Canaries. On peut très bien imaginer que ce soit l'avenir. Non, l'avenir, c'est peut-être la voiture connectée. À partir du moment où la voiture devient autonome et où on n'a plus besoin de conduire, est-ce qu'au final, le prochain terminal d'accès à l'Internet, c'est pas le véhicule lui-même? Et est-ce que avoir du temps pour consommer du contenu dans sa voiture avec une tablette connectée, avec des vitres qui deviennent des écrans, je fais de la futurologie, c'est pas aussi ça l'avenir. Voilà, ça se succède. On est en train de m'annoncer aussi, Elon Musk est en train de m'annoncer en même temps que l'avenir de ma connexion Internet, c'est des implants neuronaux. Et qu'au final, on n'aura bientôt plus besoin d'interface puisque tout Internet sera accessible dans ma tête directement. J'ai un peu du mal à me projeter sur ce genre de choses. J'ai un peu du mal à me dire qu'on va mettre des implants neuronaux, mais après tout, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un point d'avenir. Ça, c'est ce qu'on m'a dit depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je suis passé de cet ordinateur avec cette photo noir et blanc, avec un accès limité à 2 heures par jour, parce que sinon j'allais exploser le forfait de téléphone de mes parents, c'était quand même pas possible et il fallait rester raisonnable, à une promesse d'un Internet disponible partout, tout le temps, sans interface, par la voix, dans ma tête, dans ma voiture, sur mobile, en permanence. La réalité, elle est un peu dans tout ça. La réalité, elle est un peu nulle part aussi.
Aujourd'hui, on n'a plus d'Internet, on n'a plus de technologie, on a un espace digital qui arrive partout. Je pense que Fred Cavazza en a fait la démonstration avec le mobile ici hier aussi. Finalement, Internet n'existe plus. Internet, on y accède en permanence. On a le réflexe d'aller chercher une information sans réfléchir aux moyens technologiques qu'on utilise pour aller chercher cette information. On a le réflexe d'utiliser plusieurs devices en même temps, de rester connecté à sa télévision et à regarder de la vidéo en décalé, ce qui n'est jamais qu'un usage d'Internet, avec en même temps son smartphone dans la main pour publier sur Instagram nos photos de nous en train de regarder la télévision, ce qui est un autre usage d'Internet, ou de chercher, de dialoguer sur Twitter par rapport au programme qu'on est en train de regarder, d'échanger des avis, pendant que ma femme est sur la tablette en train de chercher les prochaines destinations de vacances ou de qualifier les prochains hôtels, et pendant que les enfants sont soit sur leur smartphone, soit sur le laptop, en train de surfer sur Twitch pour voir les dernières vidéos de jeux vidéo qui sont partagées. Internet est partout, Internet est tout le temps. Internet aujourd'hui, je refais ma comparaison avec l'Internet que j'ai connu il y a 20 ans, est permanent, nomade, multi-device. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. À côté de cette révolution d'Internet, il s'est passé deux autres révolutions économiques, d'usage, de création industrielle, qui ont changé énormément mon métier. Je ne reprends plus ma casquette d'utilisateur d'Internet, je prends ma casquette d'agence, de professionnel de l'Internet pour le coup. Il y a deux choses qui m'enquiquinent énormément dans le web actuel. La plateformisation. Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire sur Internet sans passer par les GAFA. C'est compliqué d'exister. C'est compliqué de fournir de l'information à quelqu'un sans dépendre de Google, sans dépendre d'Apple, sans dépendre de Facebook et sans dépendre d'Amazon. On peut rajouter Snapchat, on peut rajouter Microsoft, on peut en rajouter quelques-uns. Mais en gros, si on prend ces 4 acteurs-là, de mémoire, ces 4 acteurs sont parmi les 5 premières capitalisations boursières de New York. Donc on est sur un poids économique qui est monstrueux. Parmi ces 4 acteurs, il y en a 3 qui sont dans le top 10 des audiences de sites internet parcourus en France, aux États-Unis, dans tous les pays occidentaux. Parmi ces différents acteurs, on me semble qu'on a fait une étude auprès des jeunes en leur demandant quelles sont les applications dont vous ne pourriez pas vous passer sur votre mobile. On vous donne un mobile, qu'est-ce que vous installez immédiatement, qu'est-ce que vous ne pouvez pas retirer de votre mobile. Arrivé en tête Amazon, était suivi par Instagram, donc Facebook, les outils de messagerie instantanée, qu'ils soient dépendants d'Android ou qu'ils soient dépendants d'Apple, Google Maps, donc un ensemble d'outils qui dépendent des GAFA. De mémoire, on avait 8 outils sur 10 qui étaient directement issus des GAFA. Aujourd'hui, on est dans un véritable monde industriel de l'Internet qui dépend de ces 4 acteurs et qui a complètement changé la façon dont je vais réfléchir mes écosystèmes digitaux, à savoir ma dépendance à des outils industriels. Et puis, deuxième point, voilà, ça c'est la slide pour montrer que je ne suis pas totalement un vieux con, je connais Enjoy Phoenix, donc j'essaye de me rattraper un petit peu. L'uberisation de la communication. On a parlé de l'uberisation du secteur du tourisme, Airbnb, la désintermédiation, pardon. Le fait que n'importe qui puisse fournir un appartement, puisse s'inventer du jour au lendemain chauffeur de taxi, tout ce qu'on veut. En tant que professionnel de la communication, moi je la subis d'une autre façon. C'est l'uberisation du monde des médias. Avant, pour faire passer une information, il fallait être un institutionnel, il fallait être un groupe de presse, il fallait être un professionnel de la communication, il fallait être un journaliste, il fallait être un office de tourisme, et on était obligé d'avoir cette parole estampillée, officielle, pour faire passer n'importe quel message. Aujourd'hui, c'est totalement fini, tout le monde peut s'improviser média.
tout le monde peut s'improviser. S'improviser, c'est un grand mot. Tout le monde peut s'organiser pour devenir un média, pour devenir un influenceur, et tout le monde peut communiquer auprès du plus grand nombre pour donner des avis sur un produit, sur une consommation, sur une tendance, sur un acte politique, sur ce qu'on veut. Tout le monde est un média. Ce qui a réellement changé aujourd'hui sur Internet, c'est qu'en gros, on se retrouve dans un monde où le pouvoir a changé de camp. Là où avant, pour avoir du poids sur Internet, je remonte, je me repositionne il y a 20 ans. Pour exister sur Internet, j'émettais un site, j'attendais que les gens viennent sur mon site, et puis c'est tout. Ça fonctionnait, et puis voilà. Aujourd'hui, je ne peux plus réfléchir de cette façon-là. Ce sont les consommateurs qui choisissent les usages d'Internet. Ce sont les consommateurs, ce sont les internautes qui vont choisir de donner faveur à telle plateforme ou à telle autre plateforme, de donner de l'audience à Facebook plutôt qu'à Snapchat, de donner de l'audience à un contenu divertissant plutôt qu'à un contenu informatif, de fournir de l'audience à tel influenceur plutôt qu'à telle marque. Dans la mesure où Internet est partout, dans la mesure où je n'ai plus de contraintes pour accéder à une information, l'internaute a une multiplicité de choix pour accéder à une information, et c'est lui qui a réellement pris le pouvoir dans les usages digitaux. On ne peut plus imposer notre vision de l'écosystème digital à un internaute, on est obligé de suivre ce que l'internaute est en train de faire. Alors on va écouter un peu les consommateurs, les utilisateurs, pour savoir ce qu'ils pensent vraiment et pour savoir ce qu'ils font vraiment aujourd'hui sur Internet. J'imagine que vous avez tous vu ça des dizaines et des dizaines de fois, ce qui se passe en 1 minute sur Internet aujourd'hui. Alors c'est pas la version forcément la plus actuelle, ça doit être une qui date de fin 2016. Ce qui est important, c'est pas les chiffres en tant que tels, ce qui est important, c'est les volumes. Ce qui est important, c'est que, je prends quelques chiffres au hasard, dans cette infographie, c'est que 56 000 photos sont uploadées chaque minute sur Instagram, c'est que 2 millions d'heures, plus de 2 millions, 2,7 millions de vidéos sont vues sur YouTube chaque minute, 69 000 heures de programmes sont vus sur Netflix chaque minute, etc. etc. On surconsomme du média. Les internautes ont le choix entre une multiplicité de plateformes, je fais beaucoup de redites, mais c'est une réalité aujourd'hui. Si on veut exister sur Internet, il faut exister dans cet écosystème, dans une population de médias qui est de plus en plus forte et qui est de plus en plus importante. La croissance du mobile, je crois que ça a été beaucoup abordé hier, mais c'est une réalité aussi. En janvier 2017, il y a eu plus de personnes qui ont accédé quotidiennement à Internet via un terminal mobile que de personnes qui ont accédé à Internet via un ordinateur. 47%, 24 millions d'utilisateurs pour le mobile, 23 millions d'utilisateurs pour l'ordinateur. Voilà, j'ai 2 téléphones dans mes poches. Je suis connecté en permanence, comme tout le monde. Changement d'usage drastique pour moi. Changement d'usage qui a un impact monumental sur le type de contenu que les internautes veulent voir. Penchez-vous sur... alors ces chiffres viennent d'une étude qui a été publiée par Adobe il y a 2 ans sur la relation des Français avec le contenu. J'ai juste ressorti ce chiffre parce que c'est le plus intéressant de tous. Aujourd'hui, 42% des Français préfèrent avoir accès à un contenu distrayant plutôt qu'à un contenu exact. Voilà, on en tirera les conclusions sociologiques qu'on veut, c'est pas réellement le sujet. Mais ce qui est important dans ce point-là, c'est qu'on est arrivé sur un système où la forme a autant d'importance que le fond, voire plus d'importance que le fond. Les Français choisissent aujourd'hui le contenu qu'ils vont consulter sur Internet en fonction du type de média que je vais diffuser. Est-ce que je fais de la vidéo? Est-ce que je fais du texte? Est-ce que c'est de l'image?
Ils le choisissent en fonction de la plateforme sur laquelle ça va être diffusé. Ils le choisissent en fonction de l'habillage de ce contenu. On sait qu'à contenu égal, qu'à texte égal, si je mets une grande et belle photo dans l'entête de mon billet de blog, eh ben, je vais avoir beaucoup plus de visiteurs qui vont lire l'article jusqu'au bout une fois que j'aurai mis cette belle photo, plutôt que les visiteurs sur un article entièrement nu ou moins bien habillé. On a énormément aussi d'importance à la longueur du contenu. Les internautes préfèrent un contenu court, un contenu long et très détaillé. Ça change énormément. Toute cette habitude change énormément notre façon de consommer du contenu. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les âges. Cette étude-là, elle est sur l'usage de la voix sur Internet. C'est la prochaine révolution qui va arriver, ça j'en suis à peu près convaincu. On a autant de personnes chez les adultes que chez les adolescents qui utilisent des interfaces vocales pour rechercher de l'information. On a aussi, aujourd'hui, de plus en plus, une allergie à la technologie. Le fait qu'Internet soit présent partout fait que je ne supporte plus l'attente. Il n'y a rien qui va se charger, hein, c'est juste une illustration, c'est fait pour. Voilà. Mais combien se sont demandé s'il y avait une image qui allait arriver? Oui, quand même. Il y en a quand même quelques-uns. Voilà. On ne supporte plus ce petit truc-là. On veut tout en instantané, on veut tout immédiatement, on veut tout en personnalisé, on veut tout, c'est angoissant, on veut tout très très vite. On ne veut plus de technologie, on veut un accès immédiat aux différents contenus qu'on va avoir à disposition. Corollaire, étude assez, je pense que vous l'avez vu aussi un paquet de fois, étude assez rigolote sortie par Microsoft en 2014, il y a 3 ans. Sur le temps d'attention de l'être humain, il semblerait que le temps d'attention de chaque être humain soit descendu en dessous du temps d'attention du poisson rouge. Voilà. Un être humain en 2000 avait 12 secondes de temps d'attention. Aujourd'hui, il va être à 8 secondes. En 2013, il était à 8 secondes. Ça a peut-être encore baissé depuis. Le temps d'attention était de 8 secondes. Il paraît que le temps d'attention du poisson rouge est de 9 secondes. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la méthodologie pour mesurer le temps d'attention d'un poisson rouge. Je ne sais pas comment ça a été fait. Le chiffre est plus là pour faire des relations presse que pour être une base d'une vraie étude. Mais je pense que si vous prenez votre comportement quotidien sur votre mobile, on n'est pas loin de ces 8 secondes. La force d'un Facebook, la force d'un Instagram, c'est de capitaliser sur ces 8 secondes, c'est d'avoir mis en place une mécanique de je slide, je regarde, je slide, je regarde, qui rentre totalement dans cette logique de temps d'attention. Quand je diffuse du contenu sur Internet, aujourd'hui, mon objectif, ce n'est plus d'informer, c'est d'attirer l'œil pour bloquer le slide des internautes sur mobile. C'est le premier défi que je dois rencontrer aujourd'hui quand je fais une stratégie de contenu ou quand je développe un écosystème digital. Est-ce que ma première image, est-ce que mon texte, est-ce que ma photo va être suffisamment attirant pour l'internaute pour qu'il soit capable d'arrêter de scroller son fil Facebook et de juste regarder ce que j'ai à lui dire? Et sur ces 8 secondes d'attention, je note quand même qu'on me demande de parler 66 minutes. Voilà. J'espère que je vous ai tenu plus que 8 secondes depuis le début de la conférence. On a un vrai défi de l'attention. Moi, j'arrive à une conclusion aujourd'hui, qui est une conclusion de vieux con, qui est que le consommateur et l'internaute aujourd'hui est un punk. Et juste un punk. On peut lui dire, on peut essayer de le guider, on peut lui dire la réservation des billets, elle va se passer par ici. Si jamais tu as un problème avec ta réservation d'hôtel, il faudra appeler le service après-vente à tel numéro. On peut lui dire que l'information pratique sur la destination, elle va être à tel endroit et merci de consulter ça ou de vous abonner à votre newsletter. L'internaute, il n'en a plus rien à foutre du tout. L'internaute veut juste avoir accès à une information quand il en a envie, où il en a envie, avec le device dont il a envie. Ça change absolument tout dans ma manière de réfléchir. Je ne peux plus dicter de règles
à un internaute, je ne peux plus lui indiquer des usages. Si je prends mon cas particulier, je suis un punk aussi puisque je suis un internaute. Hier, j'ai failli arriver en retard hier après-midi aux ET13 pour une bête histoire d'avion sous-traité par Air France. Mon premier réflexe, quand je vois que l'avion a du retard au décollage, c'est quoi? C'est pas d'aller chercher les écrans dans l'aéroport. C'est pas de regarder sur le site d'Air France quelle est la raison du retard ou quoi que ce soit. C'est d'aller sur Twitter et de dire « Et Air France, qu'est-ce qui se passe avec le vol Intel ?» et d'attendre la réponse. C'est moi qui impose ma loi à Air France en leur disant « Si vous voulez me répondre et si vous voulez me garder et si vous voulez me satisfaire, vous avez plutôt intérêt à me répondre sur Twitter plutôt qu'à me fournir des informations sur des écrans que de toute façon je n'utiliserai pas. » C'est la même chose avec les touristes. Ils ont répondu en 9 minutes. J'avais déjà embarqué. C'est pas... Mais bon, ils ont répondu sur le bon canal, sur le canal où je les avais interpellés, c'est déjà pas mal. Voilà. Le consommateur est un punk. Le consommateur, on ne lui dictera plus sa loi aujourd'hui, simplement parce qu'on lui a fourni des outils qui sont disponibles partout, qui sont disponibles tout le temps. Et moi, avec mes réflexions de vieux con, qu'est-ce que je peux faire à partir de tout ça et comment je peux répondre à un punk avec ma mentalité de vieux con et avec mes 20 ans d'expérience autour du digital. Je vais faire parler mon expérience et je vais reposer sur des bases pour répondre à cette problématique. 1, je vais considérer que le digital, c'est une histoire de long terme. Et je vais aller à contre-courant de tout ce que j'ai pu dire auparavant. Est-ce que vous connaissez la théorie des micro-moments? J'imagine que oui, et j'imagine que je ne suis même pas le seul à en avoir parlé pendant ces 2 jours. Les micro-moments, c'est ce que Google exprime suite à l'usage du mobile. Il semblerait qu'on dégaine son téléphone mobile 150 fois par jour pour vérifier des notifications, aller sur Facebook, relever ses mails, poster un snap, vérifier des photos, quoi que ce soit. Je pense que je suis bien au-delà des 150 par jour personnellement. Je pense qu'il y en a peut-être même qui ont déjà fait les 150 dans l'amphi depuis que j'ai commencé la conférence, c'est possible. Google est arrivé à une conclusion, qui est la conclusion logique de toute cette évolution d'Internet, qu'on n'est plus là pour être un quart d'heure connecté à Internet, on est là pour avoir 150 moments d'interaction avec le digital, chacun faisant 6 secondes. Mais tous ces 150 moments, ça crée une histoire sur le long terme. Ça crée un lien. Ça crée des petits moments d'interaction où on peut construire, où on peut faire de l'itératif et où on peut capitaliser sur les interactions qu'on a eues auparavant pour construire un lien durable et pour travailler une relation entre une marque et un internaute. On considère des moments de vie, on considère des opportunités d'entrer en contact, mais on les considère dans un écosystème global. En fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réussir à construire un écosystème digital, je reviendrai sur la notion d'écosystème par la suite, c'est suivre l'internaute à la trace. On ne peut pas prévoir ce qu'il va faire, on ne peut pas prévoir quelle plateforme il va utiliser. Ma logique à partir de ça, c'est de réfléchir à du parcours client et de me poser la question du comportement de l'internaute et de trouver mes micro-réponses au micro-moment de l'internaute. Je vous prends un exemple que j'avais travaillé pour un acteur de l'automobile. Je n'ai pas voulu refaire la démonstration sur un acteur travel en particulier, mais ça peut se travailler sur n'importe quel secteur. On ne va pas réfléchir en grand concept marketing, on ne va pas réfléchir en écosystème, on ne va pas réfléchir en outils à mise à disposition. Ma matière de base, quand je construis un écosystème digital, ce sont des moments de vie. Ce sont des interactions où j'ai une opportunité de prendre la parole auprès d'un internaute.
Je suis dans un secteur qui est un secteur automobile pour ce cas. J'ai des moments où j'ai besoin de faire l'entretien de mon véhicule. J'ai des moments où je vais consulter la météo. J'ai des moments où je vais surfer sur les réseaux sociaux. J'ai des moments où je vais être exposé à de la publicité à la télévision. Je vais avoir plein de moments de vie de l'internaute. Si je le transporte sur le travel, je vais chercher mon voyage. Je vais regarder la météo. Je vais chercher le calendrier des vacances scolaires. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer mon itinéraire. On peut retrouver plein de moments. La vraie question, c'est moi en tant que destination, moi en tant que marque, moi en tant qu'acteur institutionnel ou acteur privé, comment je peux interagir avec un internaute à ce moment-là en particulier? Si je suis sur, je reprends mon exemple automobile, préparation des vacances, est-ce que le moment où l'internaute est en train de préparer les vacances, c'est pas le moment où je peux commencer à lui dire « Hé, tu prépares tes vacances? Tu as pensé à l'entretien de ta voiture ?» C'est un moment de vie, c'est une micro-réponse que je peux diffuser à un acteur, à un consommateur sur un moment donné. Et à chacun de ces moments de vie, je vais penser en termes d'objectifs. Qu'est-ce que je veux faire de ce moment de vie auprès de l'internaute? Il est en train de préparer ses vacances, je veux qu'il sache que j'existe. Je veux qu'il considère que le service que je peux lui apporter, c'est le moment de lui apporter. Je veux faire de la considération, je veux me connecter à lui, je veux qu'il prenne rendez-vous plus tard. On peut imaginer des tonnes d'exemples. Mais ma matière de base, ça va toujours être de se dire, à ce moment, quel service je peux apporter à l'internaute. Et comme on vit dans un monde où la data est omniprésente et où je peux construire et capitaliser sur de la connaissance client, comment je peux aussi identifier les différentes interactions entre ces différents moments pour construire une histoire sur le long terme. On repart des micro-moments et on reconstruit une histoire avec l'internaute sur ces différents micro-moments. La préparation des vacances, elle va m'aider à savoir que l'internaute a peut-être prévu un long trajet, il a peut-être 10 heures de voiture pour aller sur la côte du Portugal. À partir de là, quand l'internaute va revenir me voir parce qu'il a une question sur l'entretien, je vais pouvoir personnaliser ma réponse pour lui dire « Ah, sur 10 heures de route, il faut peut-être plus vérifier tel point sur votre voiture, peut-être qu'il faut changer les pneus, etc. » Je suis nul en entretien de ma voiture, si mes exemples tombent à côté, c'est pas grave du tout. Si on sait que l'internaute est bientôt dans sa période de révision de la voiture, à partir du moment où on consulte le site météo, on peut très bien en profiter de ce moment-là pour lui dire « Ah, à propos, l'hiver approche, en même temps que la révision, pense à faire poser tes pneus hiver. » C'est du marketing de base, mais c'est du marketing qui est pensé en fonction de moments d'interaction, en fonction de moments de vie de la part de l'internaute et en fonction de ces différents points de contact que je peux travailler. En fait, mon territoire, mon entreprise, ma marque doit être présente partout en fonction des endroits où sont présents les internautes aujourd'hui. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions sur la façon de fonctionner. Vous allez me dire, j'ai pas les budgets, je peux pas être partout. Je peux pas être présent à autant d'endroits qu'il faudrait et à autant d'endroits que l'internaute voudrait que je sois, voudrait inconsciemment que je sois présent parce que j'ai une réponse pertinente. Je vais laisser le patron de Pepsi Cola répondre à cette question des budgets. Il a dit quelque chose d'extrêmement simple. La stratégie publicitaire de Pepsi Cola il y a quelques années, c'était créer 4 contenus par an, chacun prenant 4 mois de création et coûtant approximativement 2 millions chacun. On est chez Pepsi Cola, hein, les échelles sont forcément gigantesques. Aujourd'hui, la stratégie de Pepsi, c'est de produire 4000 contenus, quelquefois en 4 jours seulement, avec un budget maximal de 20 000 € par contenu. Les budgets n'ont pas changé, bien évidemment. Personne n'a fait tourner la planche à billets et personne n'a les moyens d'aller développer X millions de contenus supplémentaires sur le même prix. Par contre, les attentes des internautes ont changé, les attentes des consommateurs ont énormément changé. Et aujourd'hui, si on veut être présent auprès d'eux, oui, on ne peut plus se contenter de faire une grande campagne de communication, une grande campagne de branding, un grand film télé. On est obligé d'être présent tout le temps, à plein d'endroits, avec une diversité de contenus qui est gigantesque.
On est en train de passer de la plateforme à l'écosystème, à l'organisme. C'est ça qui est magique en préparant ces présentations, en donnant ces thèmes 3 mois à l'avance sur une conférence, c'est que je voulais parler d'écosystème. En 3 mois, j'ai changé d'idée, je vais parler d'organisme. Quand j'ai démarré, je travaillais sur des plateformes. Des plateformes, c'est très bien. C'est un site web, c'est un réseau social, c'est une application mobile, c'est un site mobile, c'est un empilement d'outils. Tous peuvent répondre à l'ensemble des demandes de l'internaute. Je peux très bien dupliquer mes usages. Je peux très bien dire à un internaute, consulte mon site web, tu auras telle information. Je peux lui fournir une exhaustivité d'informations. C'est le départ. C'est une succession d'outils, il faut être présent partout, mais ça prend énormément de temps parce qu'il faut beaucoup d'outils. De plus en plus, on l'a vu, il va falloir être présent sur des bornes interactives, il va falloir être présent en réalité virtuelle, il va falloir être présent dans des implants neuronaux et dans des voitures bientôt. C'est énormément d'outils, et surtout, c'est énormément d'outils qui ne correspondent peut-être plus à l'usage de l'internaute aujourd'hui, et peut-être que je diffuse des informations sur mon site web, alors que les internautes cherchent cette information à un autre endroit. Ça, c'est le premier niveau. C'est ce qu'on faisait il y a 10 ans, développer des plateformes. On s'est mis à développer des écosystèmes. Un écosystème, il est un peu plus développé, il est un peu plus évolué. L'écosystème, ce sont des ensembles d'outils qui interagissent entre eux. Et on est capable de capter de l'intelligence sur un site internet pour personnaliser un email. On est capable de dire sur un post sur les réseaux sociaux, de faire un teasing pour une activité via une vidéo sur les réseaux sociaux. Et ce teasing, on est capable de l'envoyer pour plus d'informations vers un site internet ou une application mobile. On crée de l'interaction entre les différents supports. On fait des supports à géométrie variable. Peut-être que toute mon information n'est plus sur mon site. Peut-être que toute mon information n'est pas sur les réseaux sociaux. Peut-être que je ne diffuse pas le même niveau et la même qualité d'information sur un Instagram, un Twitter et un Facebook. Je crée de l'interaction, je crée des liens entre les différents outils de mon écosystème. C'est très bien, j'économise de l'argent. Si je choisis de ne plus diffuser certaines informations sur mon site, c'est ça en moins en maintenance. Si je choisis d'avoir une publication plus sporadique sur Instagram ou sur Twitter, c'est ça en moins en termes de maintenance et en termes de gestion de contenu. Le problème, c'est que comme aujourd'hui l'internaute ne veut plus qu'on le guide vers un usage en particulier, comme l'internaute veut interagir avec nous, ça va être de plus en plus vrai avec de la recherche vocale, ça va être de plus en plus vrai avec des interfaces immersives. Cette notion d'écosystème, ça reste une notion qui est top-down, ça reste une notion qui est très « je publie du contenu ». Il va falloir qu'on arrive sur quelque chose qui va être un peu plus interactif avec l'internaute. C'est déjà le cas, hein, beaucoup de gens le mettent en place aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens le réfléchissent aujourd'hui sur des outils d'interaction avec les internautes, mais il va falloir arriver sur la notion d'organisme. Et la notion d'organisme, c'est quelque chose qui a un ADN, c'est quelque chose qui a une base de communication, une base d'identité qui est propre, mais qui s'exprime via des communications et qui s'exprime surtout via des interactions avec les internautes. On n'est plus là pour dire le contenu est à votre disposition, on est là pour donner la bonne réponse à la bonne requête de l'internaute à chaque fois que celui-ci l'exprime. Voilà. Je reprends mon exemple d'Air France et de mon vol d'hier. Ma question de ma relation avec Air France, ce n'est pas d'aller chercher une information chez Air France, c'est qu'Air France me réponde. Ce n'est plus du tout la même chose, ce n'est plus du tout la même posture de communication. Ce qui caractérise l'organisme, c'est cette capacité d'échange, cette capacité de s'adapter à son environnement et cette capacité à prendre en compte les retours de l'environnement pour évoluer lui-même. Est-ce qu'on a un mode d'emploi pour faire ça? J'adorerais. Je suis prestataire, j'adorerais avoir un mode d'emploi, je serais déjà millionnaire et je bosserais déjà avec tout le monde. J'ai des instincts, j'ai des idées à partir de ça sur comment on peut construire cet organisme de communication. D'abord, il y a un point qui est extrêmement important sur l'organisme, c'est l'ADN. Il faut un ADN de communication, il faut une identité, il faut des lignes desquelles on ne va pas sortir avant d'avoir sa communication. Il faut vraiment définir
l'ensemble des règles qu'on va respecter en termes d'interaction avec l'internaute. Ça vaut sur le digital, ça vaut sur le off également, ça vaut sur du CRM, ça vaut sur de la relation client concrète. L'ADN, c'est l'identité du territoire, bien entendu. Je pense qu'il y a suffisamment de territoires, il n'y a pas suffisamment, il y a énormément, de territoires en France qui ont travaillé une marque territoriale, qui ont travaillé une identité, qui ont travaillé une présence aujourd'hui et sur des valeurs que ces territoires veulent véhiculer. Ces valeurs, c'est le socle de la communication. Là, je suis en train de faire de la communication 1.0, c'est la base. L'ADN de votre expression sur Internet, c'est qui vous êtes. C'est votre ton. Est-ce que vous êtes complice? Est-ce que vous êtes copain? Est-ce que vous êtes dans le service? Est-ce que vous êtes dans le conseil? Est-ce que vous êtes dans la bienveillance? Est-ce que vous êtes directif? Tout ça, ça fait partie de votre ADN. L'ADN, c'est surtout le contenu. Et c'est surtout l'ensemble des éléments que vous pouvez créer et que vous pouvez rendre à disposition de votre communauté. C'est votre plus grande richesse aujourd'hui en expression digitale, c'est le contenu. Parce que l'internaute surconsomme du contenu, l'internaute surproduit du contenu. Et à partir du moment où vous maîtrisez votre territoire d'expression en termes de contenu, eh ben, vous êtes capable de répondre avec ce contenu à n'importe qui et à n'importe quelle demande. L'ADN, c'est la base. Il faut savoir qui vous êtes, il faut savoir comment vous voulez communiquer à l'extérieur. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fragmente. On fragmente cet ADN en petits bouts, en petits moyens de communication pour être certain de faire rentrer chaque moyen de communication dans une demande de l'internaute. Ça passe par plein de choses. J'en suis convaincu, ça passe par les gimmicks de voyage SNCF. Ça peut sembler du gadget, ça peut sembler juste rigolo et juste un piège à geek. Ça fonctionne. On est sur un micro-moment de consommation de contenu de divertissement. On l'a vu, 42% des Français préfèrent du contenu distrayant à du contenu exact. Ça marche, ça fait de la mémorisation, ça fait de la présence à l'esprit, ça rappelle que Voyage SNCF existe, ça donne une identité sympa, etc. C'est du micro-moment, c'est du micro-contenu. On fait des chatbots. Alors les chatbots, on est sur du haut et du bas en permanence. Les chatbots, c'est l'avenir, mais c'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est formidable parce que c'est intelligent, mais ça ne fonctionnera jamais. Mais j'ai tout vu en termes de communication sur les chatbots. Ça fait longtemps que j'avais pas vu autant de hype autour d'un discours, autour d'un process. Je crois que le chiffre qui a été diffusé avant-hier, c'est que le chatbot de Voyage SNCF génère 2500 commandes par semaine. Si on part du principe que l'internaute est un punk et que s'il a envie de demander quelque chose par chatbot, il faut qu'on y soit, la réponse, elle est là. Il faut y être. Il faut être sur des interfaces de messagerie. Encore une fois, c'est de la micro-réponse, c'est du micro-moment. Est-ce que c'est un chatbot? Est-ce que c'est un interlocuteur humain? Est-ce que c'est une succession des deux? Je ne sais pas. Ça dépend de la capacité, ça dépend du territoire, ça dépend de l'identité. Mais il faut travailler ces niveaux d'interaction parce que les internautes vont venir. C'est du mail aussi, je repense à Artips. Les internautes veulent du contenu de plus en plus pointu aussi, parce qu'ils veulent du contenu qui concerne leur centre d'intérêt en particulier. Ils sont prêts à s'abonner à des newsletters pour suivre ces centres d'intérêt. Tous ces canaux de communication qui sont dédiés à un type de contenu en particulier, à un type de sujet en particulier, correspondent à la demande de consommation de contenu et de services des internautes. Ce sont encore une fois des micro-communications. On parle de faire une newsletter, on parle d'être présent une seule fois, mais des micro-communications qui créent du lien et qui respectent cette logique de parcours client. Un organisme digital, je vais le conclure sur ça, un organisme digital, c'est quelque chose qui vit et qui évolue en fonction des échanges. Je pense que ce qui peut faire de nous, de moi, des vieux cons, c'est la capacité à ne plus évoluer. C'est la capacité à ne plus pouvoir s'adapter au changement de comportement d'internaute et la capacité à le risque qu'on n'essaye plus d'échanger avec les internautes sur les nouveaux canaux. Il faut rentrer dans cette logique d'organisme pour vraiment rentrer dans une logique d'évolution, dans une logique
de test and learn, dans une logique de production de micro-contenus, de production de micro-moments pour nous-mêmes, pour échanger en permanence, pour être présent là où l'internaute est présent et là où l'internaute attend un contenu, une visibilité, un échange, une information. Il faut vraiment réfléchir de plus en plus nos écosystèmes digitaux, pour reprendre le terme actuel et le terme de la conférence, vers ces logiques d'ADN, d'échange et d'organismes digitaux. À vous de juger. Au bout de 50 minutes, est-ce que le sondage de Mathieu se trompait ou pas? Et est-ce qu'en réfléchissant comme ça, on est encore des vieux cons? Parfait. Bon, mais merci François pour cet éclairage. Donc la réponse est peut-être oui, justement, être un vieux con, ça donne un peu de hauteur pour réfléchir à des nouvelles choses et avoir le recul nécessaire pour identifier justement c'est un peu ces nouveautés, parce que c'est vrai que du coup, on va devoir évolutionner un peu nos outils. C'est pas forcément un mal, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc peut-être on a quelques questions dans la salle. On a encore 10 minutes avant la pause. N'hésitez pas à lever la main. Je vais essayer de passer le micro. Alors si possible en bas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, non, non, non. Ah, il y en a une en haut. Il va falloir crier très fort. Alors je vais répéter la question parce que comme c'est filmé aussi, du coup, en gros la question c'est comment on peut être visible par rapport à la recherche vocale, donc qui est un peu la nouvelle tendance des assistants vocaux. On pose une question à une intelligence artificielle qui vous donne une réponse, et du coup quelle visibilité pour les organismes de tourisme sur ces nouvelles pratiques? J'ai bien résumé? Merci. Sur la recherche vocale, il y a un risque et il y a une opportunité. Il y a un risque, la recherche vocale, alors si je prends le cas de Google, pour me concentrer sur un seul cas, puisqu'on l'a à la fois dans la poche avec un Hello Google, et puis on l'aura de plus en plus avec sur du Google Home, le risque, c'est que oui, l'émergence de la recherche vocale, c'est un seul résultat. Par rapport à tout ce qu'on a connu en référencement, où on essayait de se positionner dans le top 10 ou dans le top 3, la recherche vocale, c'est il faut que j'apparaisse en tête, sinon je ne suis pas là. Et on est tous d'accord que dans l'évolution des outils de recherche vocale, les algorithmes, les robots, les assistants ne donneront pas le choix à l'internaute entre différents résultats. Ils imposeront le premier résultat jugé le plus pertinent. Ça impose une excellence de réponse, une excellence de contenu qui est très très forte. La recherche vocale, ça a quand même une grosse opportunité, c'est que ça va démultiplier les requêtes. De mémoire, Google a annoncé que 40% des requêtes étaient passées en vocal sur mobile en France. De mémoire, je n'ai pas les chiffres forcément précis en tête. Mais par contre, la recherche vocale, ça veut dire de plus en plus de mots-clés, de plus en plus de requêtes, de plus en plus de formulations, avec pas mal de critères autour de ça. C'est totalement cohérent, ça va demander de démultiplier les contenus pour correspondre à de plus en plus de types de requêtes et à des requêtes de plus en plus précises. Et le seul moyen de répondre à ça, ça va être au bout d'un moment de laisser tomber tout ce qui va être extrêmement généraliste et de laisser au très gros la capacité à traiter les demandes de vacances généralistes, les demandes d'hôtels généralistes, etc., pour ne répondre qu'à des points extrêmement précis sur lesquels mon produit correspond à 200%. Ça répond à la question. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, voilà. Merci. Merci, bonjour. La question que je me pose,
Je comprends bien la théorie des micro-moments, je vois bien aussi la disparition des interfaces, écran, clavier, etc. pour se concentrer sur la voix, je comprends bien tout ça. Je vois bien que du coup sur les contenus, il va falloir être de plus en plus pointu et concentré, donc si j'ai bien compris sur le conseil. Mais dans le même temps, je refais référence au débat qu'il y avait hier entre Antoine et Pierre sur l'intelligence artificielle versus l'intelligence émotionnelle. C'est tout ce développement de l'intelligence artificielle, la capacité aussi des machines et des robots à apprendre. Enfin, j'ai plus le terme technique, excusez-moi, la soirée est passée par là. Et ça, finalement, est-ce que c'est pas aussi au-delà de la plateformisation, une espèce de truc, j'ai du mal à le définir, qui va venir aussi complètement parasiter la relation qui était très directe avant, entre une marque et son auditoire, on va dire, ou sa communauté. Là, il y a quelque chose qui va nous échapper, quoi. C'est une forme de parasitage et de gens qui vont être en capacité, ou de machines qui vont être en capacité peut-être de détourner les flux qu'on n'avait peut-être pas avant. Je ne sais pas si là, ma question est très claire. Si. Je reprends ma casquette de vieux con. Je ne sais pas jusqu'où me projeter avec l'intelligence artificielle jusqu'à présent, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent vraiment à se projeter dans l'usage quotidien. Tel qu'on le vit, par contre, tel qu'on vit le travail de visibilité sur un Facebook, tel qu'on vit le travail de visibilité aujourd'hui sur un Google en termes de référencement naturel principalement, on est déjà confronté à des algorithmes. Personne ne peut garantir que son post Facebook va être vu par exactement l'audience qu'on avait visée au départ. Il y a besoin de dompter, d'apprivoiser un algorithme en cours de route pour se dire « Ah oui, c'est tel critère qui va faire que je vais apparaître auprès des jeunes et c'est tel critère qui va faire que je vais être plus partagé à tel endroit. » Référencement naturel, même chose. Je vais triturer mon texte, je vais triturer mon site pour réussir, pas à plaire à l'internaute et à répondre à sa question. À plaire à Google pour qu'il diffuse mon contenu en première position, etc. On va se retrouver avec la même chose avec l'intelligence artificielle. Il va pas falloir parler à l'internaute, il va d'abord falloir parler au robot pour que le robot puisse ensuite parler à l'internaute. Ça va être une autre méthode, ça va être une autre adaptation qui est pas qu'aujourd'hui je ne conçois pas comme insurmontable, mais encore une fois c'est très flou. Le terme d'intelligence artificielle a une hype comme c'est pas permis, et on met tout et n'importe quoi dans le terme intelligence artificielle. C'est un autre langage à apprendre. Ça va être une nouvelle façon de parler à l'internaute par un intermédiaire. Il faudra trouver les codes. Alors les codes sont sûrement monétaires aussi. Je pense que pour apparaître sur une borne Alexa en bonne position, il faudra sans doute payer de la publicité à Amazon. Les codes vont être sémantiques. Les codes vont aussi dépendre de la compréhension de l'environnement de l'internaute. Il y a un aspect data dans l'intelligence artificielle qui va être extrêmement fort. Est-ce qu'aujourd'hui je veux parler à des foyers avec 2 enfants ? Est-ce que le fait d'avoir accès aux dernières données de consommation d'un individu va m'aider à mieux cibler des messages ? Ça va être des nouveaux codes à comprendre. J'aimerais avoir la clé, mais je ne l'ai pas. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à parler aux robots. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en ai peut-être une, du coup, je vais faire un peu de publicité pour l'atelier de cet après-midi sur la SIT, mais justement, comment on fait le lien entre un SIT qui est plutôt un outil, on va dire, fermé aujourd'hui, avec une stratégie organique et du coup très ouverte en fait, et qui interagit avec son environnement. Est-ce qu'il y a une passerelle à imaginer entre les deux, ou une mutation peut-être à imaginer sur les prochaines années de ces outils-là qui sont aujourd'hui un peu des outils centraux dans les offices de tourisme et qui du coup vont peut-être devoir se révolutionner par rapport à tout ce que tu viens de dire. La solution, de ce que j'ai pu en étudier aujourd'hui, je n'ai pas de réponse définitive non plus. Le SIT n'est jamais qu'une grosse base de contenu. C'est jamais que la richesse centrale, pertinente, pas pertinente, agréable ou pas agréable à utiliser, c'est pas le débat. C'est une richesse de contenu. La force, elle va être dans la capacité
à piocher à la demande des informations dans cette base de contenu pour la restituer sur n'importe quel canal différent. Pour qu'une information basée dans le SIT puisse correspondre à une réponse en particulier sur un chatbot, à un post en particulier sur Facebook, à un moment d'interaction en particulier sur Twitter. On va rentrer dans une logique, on est déjà dans une logique de mise à disposition d'API, donc de programmes qui vont demander de l'information et être capables de faire interagir des bases de données, et de personnalisation de l'information des SIT en fonction du contexte. Être capable de capitaliser soit sur la data d'audience, soit sur la data CRM, ce qu'on connaît d'un client en particulier pour lui pousser de l'information. Le SIT en tant que tel, plus il sera fourni, plus il sera renseigné, plus il permettra à cette personnalisation et le choix de l'information. Le reste, c'est une question d'interfaçage. Et c'est une question d'être capable de piquer le bon point, le bon tarif, le bon billet, le bon prestataire, pour le pousser sur le canal où il aura le plus de chances de faire mouche. Ça ne remet pas en cause le SIT, ça change son usage. Tout à fait. Une dernière question, peut-être en haut, merci. C'est très intéressant, évidemment, ce que vous avez présenté. La question que je me pose, c'est en quoi les démarches qui étaient liées au référencement, notamment, parce qu'on cherchait à être présent et en visibilité, ces démarches-là sont percutées, sont à revoir par cette approche liée à la mise à disposition et à l'interaction avec les clients, parce que, si j'ai bien compris, cette notion d'organisme est basée sur l'acquisition d'informations, c'est ce que vous venez de dire avec la base de données, mais ensuite de mise à disposition de ces informations via des interactions. Et donc tout le travail qui était fait en amont, en tous les cas jusqu'à là, par rapport au référencement, au SEO, etc., en quoi est-ce que ça c'est remis en question ou pas? Le SEO ne va pas disparaître tout de suite, mais c'est remis en question, pour moi, dans la mise en forme de ce qu'on va diffuser en termes de référencement. Ça fait le lien avec les interfaces vocales aussi, de tout à l'heure. À partir du moment où j'ai une multiplicité de mes requêtes, de mes points d'entrée, je peux avoir une multiplicité des réponses. Et la réponse que je vais adresser à tel type de requête, quel est le meilleur hôtel à Pau, ou quel est le meilleur hôtel, ou quel est le meilleur hébergement à Pau, fait que je vais devoir construire une réponse différente à chaque fois. Parce que je ne vais plus être, même en référencement naturel, dans le simple affichage d'informations, je vais être dans la restitution d'un service, dans la restitution d'une réponse dédiée à cette requête. Ce qui va changer dans le référencement, et les interfaces vocales y sont pour beaucoup, ce que Google est en train de mettre aussi en place avec les résultats étendus, le fait qu'on ait déjà la recette de cuisine à l'intérieur de la page de Google quand on cherche une recette de cocktail en particulier, qu'on n'ait plus à cliquer sur un lien, ça va être exactement la même chose. Il va falloir qu'on travaille sur une logique de requête personnalisée et de se dire qu'on ne vise plus une famille de mots-clés, mais on vise chacune des requêtes avec une façon de présenter l'information de manière différente. Si je le parle un peu plus techniquement, ce que Google est en train de faire, c'est qu'il n'est plus en train de considérer que chaque page est un résultat de recherche, il est en train de considérer que chaque paragraphe à l'intérieur des pages peut être un résultat de recherche différent. À partir de là, je peux travailler mon référencement de manière extrêmement fine, puisque je peux imaginer qu'une seule page me fournisse 5 paragraphes qui sont 5 réponses différentes à 5 requêtes différentes. C'est plus du tout la même logique, on est dans une logique de réponse et plus dans une logique de diffusion d'informations. Merci François, je crois que c'est l'heure. Du coup, je vous propose de rejoindre directement les exposants, puisque je crois qu'il y a une petite pause d'1 heure avant la reprise, donc ici en plénière avec les 15 minutes chrono. Merci de votre attention et à plus tard. Merci.